voyons bien en appui avec les données de la Directe Aquitaine que malgré des dispositifs variés mis en place, le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Quel est votre sentiment global sur ce constat, y compris au-delà du territoire landais? Écoutez, le constat qui est fait sur l'augmentation du nombre de chômeurs, il peut qu'inspirer, je dirais, la mobilisation générale de la part de tous les acteurs locaux, et notamment des élus municipaux et de l'agglomération, tout simplement parce que au niveau des collectivités territoriales, et notamment des intercommunalités, on a aujourd'hui la compétence du développement économique, donc ça veut dire que dans ce moment que nous vivons, on a aujourd'hui à faire le nécessaire pour que d'abord il puisse y avoir de la création de richesses sur nos territoires. Ça passe par des politiques volontaristes, c'est d'ailleurs le sens des propositions qui sont faites par Renaud Laïtête autour d'une thématique particulière qui est de dire il faut qu'on puisse développer notre territoire, notre ville et notre agglomération autour d'une idée simple qui est la capitale du bois, qui pourrait devenir la ville de Mont-de-Marsan, et autour de ça de développer une activité économique autour de la filière bois. Tout simplement parce qu'on est finalement la première grosse collectivité à l'entrée du plus grand massif européen. On est la ville porte du parc naturel des Landes de Gascogne. On a aujourd'hui un certain nombre d'avantages. D'abord, une filière qui est un peu installée sur le territoire à travers des scieries. On a aussi un IUT extraordinaire qui fait de la recherche sur ce territoire. Et puis on a aujourd'hui une ville de Mont-de-Marsan qui est à proximité de l'autoroute, bientôt de la LGV. Ça veut dire que l'idée d'avoir un sylvipôle, c'est-à-dire en fait une technopôle autour de la filière bois, c'est quelque chose qui nous paraît être d'abord sens du développement économique, et puis ensuite, surtout donner une identité à notre ville. Alors, tout ça, c'est aussi le fait de le décliner dans les filières locales. Ça veut dire, par exemple, de pouvoir mettre en place un lotissement communal entièrement en bois, de rénover le hall de Nahuc, qui est un hall d'exposition et de réunion entièrement en bois, de changer tout le mobilier urbain sur la durée du mandat en bois également. Bref, c'est évidemment penser bois, sur la formation aussi, et sur la recherche et le développement penser au bois. Ça veut dire qu'en tant que collectivité, on a à se mobiliser sur cette question autour de la question de l'emploi, et on a des échéances qui nous arrivent très rapidement aussi. C'est faire en sorte que, dans le cadre des négociations qui ont lieu aujourd'hui dans le contrat de plan État-région, mais aussi dans la future génération des fonds européens 2014-2020, d'inscrire toutes les entreprises, toutes les universités, tous les organismes de recherche de l'agglomération montoise dans ce moment-là, parce qu'on en a pour 7 ans, à travers toutes les filières que sont le transport, que sont l'environnement, que sont le logement. Tout ça, ça va faire partie aussi des discussions qu'il faut avoir et de la mise en place d'un nouveau souffle sur les questions économiques. On a également souhaité dans la campagne proposer un dispositif pour les plus jeunes, même si on le constate maintenant depuis un an, c'est finalement la catégorie des demandeurs d'emploi qui baisse le plus. Je dis tant mieux pour la jeunesse, ça veut dire qu'il y a des résultats sur l'emploi des jeunes qui aujourd'hui reprend un petit peu quelques couleurs. Il faut toujours être très prudent, mais en même temps, on constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent, notamment sur les emplois d'avenir, sur les contrats de génération. Le souhait, c'est évidemment d'en recruter beaucoup plus à l'échelle de la ville et l'échelle de l'agglomération, et puis faire en sorte qu'on mette en place un dispositif premier job pour les jeunes qui n'ont jamais eu d'emploi, pour les aider à travers ce que fait aujourd'hui la ville, et surtout ce que fait la ville et l'agglomération en termes d'animation, c'est-à-dire que les jeunes puissent avoir à leur CV un emploi auprès de la ville ou de l'agglomération sur un certain nombre de manifestations qui sont organisées par la collectivité. Faire en sorte aussi tout simplement qu'il y ait aussi un guichet unique pour l'ensemble de l'orientation et pour les jeunes, et c'est l'idée qu'on a essayé de développer pour avoir un partenariat avec la mission locale,
avec Pôle emploi, nous l'espérons, comme ça se fait d'ailleurs sur d'autres territoires dans le département des Landes. Il y a des points emploi qui sont créés. On souhaite aussi reprendre la main sur ces dispositifs. Ça veut dire tout simplement d'avoir une mobilisation générale autour de cette question de l'emploi, penser à la priorité finalement des Françaises et des Français, et donc des Montoises et des Montois, qui est évidemment la question de l'emploi. Je peux te poser une question. Bien sûr. Aujourd'hui, alors que l'obtention d'un premier diplôme ou la poursuite d'études supérieures n'offre plus la sécurité de l'emploi, est-ce que nous constaterons très souvent auprès des personnes que nous accueillons à la clé? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui garantir une place au sein de notre société, un statut social, une dignité légitime pour les citoyens dans la société? Mais c'est une question très intéressante qui en même temps appelle plusieurs réponses, parce que d'abord, moi je considère aujourd'hui que le premier statut, c'est celui de l'insertion de toutes et tous dans la République. Et ça passe, j'allais dire, pour l'immense majorité des gens, par des droits et des devoirs. Les droits, c'est celui d'avoir accès à des services publics de qualité, et je crois qu'aujourd'hui, à travers le service public de l'éducation, des transports, du logement, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce territoire, et des choses sur lesquelles d'ailleurs il faudra revenir, notamment la privatisation des transports publics qui a été effectuée ces dernières années. Mais c'est à travers ces choix-là qu'aujourd'hui, moi je considère qu'on a accès à des services publics de qualité. La deuxième, c'est bien évidemment être partie prenante dans la vie de la cité, parce que finalement la politique, c'est la vie de la cité. C'est la vie d'une commune. Et la vie d'une commune, ça passe par une participation active, alors par le vote, mais aussi par une participation active auprès d'un certain nombre de dispositifs qui peuvent être créés dans le cadre de ce qu'on appelle la démocratie participative. Et dans la démocratie participative, ce qu'on a souhaité proposer dans cette campagne, c'est la mise en place de comités consultatifs thématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un comité consultatif? C'est tout simplement de réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs associatifs, institutionnels, élus locaux, syndicats, l'ensemble de celles et ceux qui, autour d'une thématique, vont pouvoir se retrouver à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité pour dialoguer tous ensemble. Et ça, aujourd'hui, ça fait défaut. Je vais prendre un exemple. Quand on a aujourd'hui des dispositifs en matière de recherche d'emploi sur un territoire donné, prenons l'agglomération du Marsan, il faut aller une fois à Pôle emploi, le lendemain à la mission locale, le surlendemain éventuellement aller voir les uns et les autres. Bref, on n'a pas un endroit où tout le monde se dit c'est là que ça se passe. Il faut qu'on ait tous les acteurs locaux qui soient autour d'une même idée, qui est d'ailleurs portée par le monde associatif, par les collectivités locales, par les services de l'État, c'est-à-dire de dire à quel endroit on va pouvoir avoir un renseignement qui soit, je dirais, effectif, de qualité, et puis surtout avec une écoute. Ça veut dire concrètement qu'un comité consultatif autour de la question du développement économique, dans lequel, et bien évidemment, on a la question de l'emploi, ça permet d'avoir le monde de l'entreprise, le monde associatif, les syndicats, celles et ceux qui décident, l'État, les collectivités locales, autour d'une seule et même table. C'est ça aussi, participer à la vie locale à travers ces comités consultatifs. Nous avons aussi proposé de faire en sorte d'avoir le droit de pétition. C'est-à-dire que 1000 Montoises et Montois pourront signer une pétition pour dire, voilà, tel sujet, on estime que ça doit être dans le débat public. Et donc, si ils réunissent 1000 signatures sur une thématique particulière, ce sera automatiquement à l'ordre du jour du conseil municipal. C'est aussi faire en sorte d'avoir un lien direct avec les élus. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, au moment où on décrit beaucoup le rôle des élus, faire en sorte qu'ils aient des réunions les plus régulières possibles, alors soit avec les nouveaux moyens de communication, parce qu'on peut penser à des permanences virtuelles, mais aussi des réunions de quartier avec les élus. Ça, on veut le remettre en place, ça a été abandonné ces dernières années. Et puis faire en sorte, à travers aussi un certain nombre d'outils, simples finalement, de le mettre à disposition du plus grand nombre. Alors c'est ce qu'on pense autour des nouvelles technologies, alors elles ne sont plus très nouvelles d'ailleurs, mais autour des technologies d'information et de communication, de mettre à disposition des outils simples, mais qui permettent aussi de créer du lien social sur le territoire. Je vais en citer quelques-unes. Oui, par exemple, créer le Wi-Fi gratuit sur le centre-ville, c'est faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas forcément des connexions partout à la maison, on peut se connecter.
La deuxième, c'est de créer une adresse mail pour tous les Montois, gratuite. C'est simple, mais il y a aujourd'hui la sécurité, la confidentialité, qui n'est pas assurée, hein, quand vous avez une adresse mail à n'importe quoi. C'est des choses qui ne sont pas forcément assurées, qui peuvent être hébergées à l'autre bout du monde, là ce sera à Mont-de-Marsan. On a aussi décidé de mettre en place un wiki montois, à l'échelle de l'agglomération du territoire, c'est de dire aujourd'hui, sur Wikipédia, il y a plein de sujets, qui portent d'ailleurs à débat, hein, qui sont largement discutables, mais il n'y a pas l'histoire de Mont-de-Marsan vue par les habitants. Quand les gens dans le quartier du Perroit ont dû déménager parce qu'on a refait l'ensemble du quartier, il y a des gens qui connaissaient ce quartier depuis 30 ans, on aurait dû les faire témoigner pour dire voilà l'histoire de notre ville. C'est une idée aussi de faire participer les associations à travers un portail qu'on va entièrement refondre de la ville de Mont-de-Marsan, dans lequel on mettra un portail gratuit pour présenter les associations. Aujourd'hui, vous pourrez avoir une association, il faut taper sur Google, machin, alors qui est où, hein. Là, vous mettez un portail gratuit pour toutes les associations qui pourront avoir accès à... donc ça participe, si vous voulez, de notre volonté de mettre en place un véritable lien social et de rapprocher le citoyen avec la cité. Finalement, le départ, la politique, c'est ça. C'est vraiment le lien avec la cité. Et donc, au moment d'une élection municipale, c'est le moment où je crois qu'on a le devoir, quand on est candidat en tout cas, d'avoir dans l'idée et dans les projets qu'on doit porter, le fait de rapprocher les citoyens des organes de décision que sont le conseil municipal et donc des élus par cet intermédiaire. De manière globale, les statistiques recueillies auprès de la Directe nous indiquent une augmentation de 14% du nombre de chômeurs de plus de 50 ans. Les mesures prises à bien des niveaux, nationaux et régionaux, s'avèrent manifestement insuffisantes. De plus, les employeurs se détournent bien souvent de ce public. Quel regard portez-vous sur ce public spécifique et de fait, pour ce drame social, quelles solutions vous sembleraient les plus adaptées, les plus pertinentes à mettre en œuvre localement et favoriser ainsi le retour à l'emploi? Alors, moi je vais vous dire les choses comme je les constate à la fois dans cette ville et puis en même temps comme dans mon mandat de conseiller régional, hein, qui est aussi un apport indéniable dans le travail que je fais aussi au niveau de Mont-de-Marsan. D'abord, moi je pense véritablement qu'on a aujourd'hui une bonne idée avec cette question du contrat de génération, mais je le dis simplement, qui est totalement méconnu des entreprises. Moi, je suis frappé, partout où je vais pour aller discuter avec les entreprises, pour des dossiers, pour les aider ou pour avoir du développement. Chaque fois que je parle des contrats de génération, les gens me disent de quoi vous me parlez. Bon, donc on a donc un premier problème qui est la connaissance de ce qui existe aujourd'hui, qui est à mon avis le vrai bon sujet, mais qui doit, à la limite, se porter aussi sur d'autres milieux que l'entreprise. Dans les collectivités territoriales, on a la possibilité d'avoir aujourd'hui des emplois d'avenir. Moi, je considère aujourd'hui que les emplois d'avenir, ça doit être aussi un moment où il peut y avoir la transmission du savoir entre quelqu'un qui a une vie de 50 ans, peut-être un petit peu plus quand même, 55, 56, puis après proche de la retraite, qui puisse transmettre. Moi, j'ai l'expérience, pas beaucoup d'expérience, mais moi j'ai en mémoire quelque chose qui m'a frappé dans ma famille. Je veux dire, mon père, quand il est parti à la retraite, était ingénieur chimiste. Il connaissait sur le bout des doigts la question, il était ingénieur dans la question de l'eau. Il a demandé pendant 5 ans à former un jeune. On ne lui a jamais permis de former un jeune. Ils étaient 4 en France à connaître exactement, je ne vous dirai pas de détails parce que je ne le connais pas, mais ils étaient 4 en France. Et bien les 4, ils sont tous partis à la retraite en même temps, il n'y a plus personne qui sait le faire. Résultat des courses, ils ont mis quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là. Quand je dis mis quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ils ont fait venir quelqu'un d'autre en dehors du territoire. Ce qui ne correspond pas aujourd'hui à ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y a des connaissances extraordinaires de la part de ces générations qu'il faut transmettre, qu'on ne transmet pas. C'est comme la mémoire, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à aller au tweet suivant et puis à la page Facebook suivante en se disant, mais il y avait quoi il y a 10 ans? On ne se pose même plus la question. D'où le fait que, moi j'estime que ces personnes, non seulement il faut
continuer et persévérer sur cette question. Ça dépend aussi, c'est une évidence, mais enfin je veux dire, il vaut mieux le redire, du contexte économique. Il est évident que si demain les choses vont un petit peu mieux au niveau économique et qu'on arrive à nouveau créer de l'emploi dans ce pays, tout le monde en bénéficiera. Moi j'ai en mémoire 97 où on avait eu une reprise économique qui était arrivée, qui permet quand même non seulement les 35 heures, mais la création d'1 million d'emplois en l'espace de quelques années. C'était toutes les générations, les jeunes comme les moins jeunes, qu'on avait bénéficié. Il faut avoir cet espoir-là, en tout cas, moi c'est pour ça que je me lève le matin, hein, c'est pour faire en sorte que voilà, on puisse créer de l'emploi. Et puis il faut travailler sur la question de la formation. Moi je suis très frappé par ça, c'est que dans beaucoup d'entreprises qui vont pas très bien, et puis qui ont éventuellement d'ailleurs des salariés qui sont plutôt sur la fin de leur carrière que sur le début, on n'investisse pas, parce que même à 55 ans, à 56 ans, on est capable de suivre des formations. Moi, je veux dire, c'est pas parce qu'on a cet âge-là qu'on ne serait pas capable. Et il y a aujourd'hui des expériences qui sont très bonnes et qui font qu'aujourd'hui, on peut former des gens pour qu'ils puissent changer peut-être de métier, parfois, ou bien à l'intérieur de l'entreprise, prendre de nouveaux marchés, ou aller sur des nouveaux dispositifs, bref, faire en sorte que finalement, la formation, c'est tout au long de la vie. Qu'on ait 20 ans, 18 ou qu'on ait 55 ans. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important, qui permet en plus, et qui est accompagné par les collectivités territoriales, de faire en sorte, moi j'ai été ébahi, je vous le dis franchement, moi j'étais allé dans une entreprise remettre des diplômes du bac à des personnes de plus de 50 ans qui n'avaient jamais eu le bac. On leur a refait passer le bac pour qu'ils puissent avoir accès à d'autres diplômes et qu'ils puissent changer à l'intérieur de l'entreprise sur des métiers qu'ils ne connaissaient pas. C'est finalement assez simple, c'est du boulot, hein, faut le faire administratif, mais en même temps c'est faisable. Et après l'entreprise peut y compris diversifier ses offres et pourquoi pas aller sur de nouveaux marchés. Donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'il y a des dispositifs, il y a la conjoncture, mais il y a aussi la formation sur laquelle moi je reste persuadé qu'il faut travailler avec tous. Et là, c'est la même chose. Hein. Il faut que les entreprises soient beaucoup mieux informées, que les entreprises bénéficient finalement aussi du système du guichet unique, où au lieu d'avoir 14 dossiers à déposer pour une formation, on ait des choses qui soient beaucoup plus simplifiées. Moi, je crois beaucoup au choc de simplification, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on passe tellement de temps à essayer de monter des dossiers qu'à l'arrivée, de toute façon, ça décourage tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, alors là, pour le coup, qui vont partir à la retraite dans les 5-10 ans qui viennent. Et moi, je suis très attentif, on a créé des dispositifs là-dessus, mais il faut être encore plus attentif sur la transmission de ces entreprises, parce que, notamment dans le secteur hôtelier que je connais bien, puisque c'est ma partie au niveau de la région, on a aujourd'hui 40% des hôteliers qui ont plus de 55 ans qui vont partir à la retraite dans les 5-6 ans qui viennent. Ça veut dire que concrètement, s'il n'y a pas de transmission, les entreprises ferment. Donc là, il y a un enjeu extraordinaire sur lequel je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation, là, pour le coup, de tous les acteurs, y compris d'ailleurs sur les territoires. Quand on a la compétence du développement économique à l'échelle d'une agglomération ou d'une communauté de communes, on doit se soucier de ces questions. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et avec Renaud Laïtette, on en a longuement parlé, qu'il faut qu'on reprenne la main sur le territoire en matière de développement économique, qu'on donne finalement un cap et qu'on dise, ah oui, sur la question de l'emploi, de la formation, de l'orientation, on a notre rôle à jouer, je dirais, de guichet unique avec l'État, les collectivités locales, les associations, les syndicats, les entreprises, bref, qu'on soit proactif sur ce territoire. Quatrième question. En conclusion, si vous le voulez bien, monsieur le conseiller, l'avenir ne semble pas facile tout de même, pour bien des gens, et beaucoup pensent aussi au devenir de leur enfant. Pouvons-nous rester optimistes, monsieur le conseiller ? Bien sûr qu'il faut rester optimiste, parce que si on n'est pas optimiste, on fait autre chose. Hein. Et moi, je le suis, et on l'est. Toute l'équipe, on l'est. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se présente aux élections. Et on pourrait très bien rester à la maison en se disant, bon, c'est bon, j'ai une bonne situation, ça va bien, voilà.
c'est pas le choix qui a été fait par toute l'équipe, et notamment par Renaud Laïtet qui a décidé de mener cette campagne. Il est avocat, hein, ses enfants sont grands, voilà, il pourrait rester à la maison. Non, il a décidé de mener cette campagne tout simplement parce qu'il pense que dans cette période, c'est justement le moment où il faut remobiliser l'ensemble des acteurs autour des questions liées au service public, liées à l'emploi, liées au développement économique, liées à l'avenir des transports, liées à l'avenir de l'environnement, je veux dire au moment où on est en train de parler de ces questions, liées à l'avenir du logement. C'est toutes ces questions-là qui sont devant nous, pas finalement pour nous et pour se faire plaisir en tant qu'élus, mais pour les jeunes. Enfin, je veux dire, quand on est élu, voilà, hein, la question qu'on se pose normalement en se levant le matin, c'est comment je vais laisser ma ville, mon territoire, mon pays, quand on est président de la République, j'imagine, comment je vais laisser ça aux plus jeunes et à la génération qui va arriver demain. En matière environnementale, en matière de services publics, d'emploi, d'environnement, tous ces sujets-là sont devant nous. Donc ça veut dire que même à notre modeste niveau, il faut qu'on se pose cette question-là. Ça veut dire que quand on réfléchit à ça, il faut qu'on réfléchisse, et c'est, je crois, ce qu'on a essayé de faire dans notre projet, comment un jeune peut s'insérer dans notre collectivité territoriale, commune, intercommunalité, en se disant demain, ma place elle y est. Alors, que ce soit sur la formation, les écoles, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la culture, que ce soit sur le logement, sur le transport urbain, bref, à quel moment, moi, je suis dans ce dispositif. Moi, vous savez, il y aura finalement un témoin de ça, si on a réussi ou pas. Est-ce que les jeunes vont se mobiliser pour les scrutins municipaux le 23 et le 30 mars? On va le savoir très vite, hein, il suffit de regarder ceux qui ont eu 18 ans dans l'année, est-ce qu'ils vont aller voter, pas voter, et puis vous savez si les jeunes se sont mobilisés ou pas. Mais finalement, nous, quand on réfléchit un petit peu à la suite, et dans cette campagne, puisque là on est vraiment dans la campagne, c'est de se dire, voyons, comment ils vont pouvoir trouver leur place dans la ville, à travers les thèmes qui sont dans la campagne, bon, qui ne sont pas repris que par nous, parce que c'est les compétences des collectivités locales qui sont devant nous, mais le vrai sujet c'est ça. Et puis, il y a aussi, moi j'ai toujours l'espoir que de toute façon les choses peuvent changer quand on s'engage en politique. Je veux dire, non pas dans un parti politique uniquement, hein, je parle en politique, c'est quand on est candidat à une élection, ça veut dire normalement qu'on est quand même là pour essayer de changer le quotidien des gens. Ou alors il faut faire autre chose, il faut aller cultiver des tomates et des concombres, c'est bien aussi, j'ai rien contre, mais je veux dire, si on se présente à une élection, c'est pour changer l'avenir et le quotidien des gens. Et changer l'avenir, ça veut dire clairement prendre un certain nombre de décisions individuellement, qui ne sont pas simples à faire de la part des élus. C'est de faire d'abord beaucoup de sacrifices, parce que vous oubliez les samedis, les dimanches, les soirées à la maison, c'est fini, voilà. Mais des sacrifices dans lesquels vous vous dites, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer grâce à moi? Grâce à nous, parce que c'est jamais individuel, la politique d'ailleurs, mais c'est toujours grâce à nous. Donc est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer par les actions qu'on mène, ou les actions qu'on n'a pas menées et qui aboutissent malheureusement à ce qu'un territoire ne bouge pas, n'évolue pas. C'est ça qu'il faut se poser comme question, et le meilleur moyen de savoir si vous avez fait bien les choses, c'est le suffrage universel. Parce que moi je considère aujourd'hui que le baromètre de la société française, et pour savoir si vous avez fait votre boulot ou pas fait votre boulot, c'est le suffrage universel. Moi, vous savez, il n'y en a pas 40 que je reconnais dans le monde, il y a le suffrage universel et puis c'est tout. Le reste, après, moi, ça ne m'intéresse pas voilà, c'est le suffrage universel qui doit régenter de toute façon pour moi le tout, et faire en sorte, en tout cas modestement dans notre rôle d'élu, qu'il y ait un maximum de participation à la vie citoyenne. Et quand vous avez un taux de participation élevé à des élections, vous vous dites modestement j'y ai participé, et ça quelque part ça vous donne l'idée selon laquelle vous avez amélioré un petit peu les choses. Bon, il faut être modeste, surtout quand on est élu, il faut être modeste parce que les choses changent lentement,
difficilement, même si vous tapez un peu dans la fourmilière de temps en temps, ce qui nous arrive de faire régulièrement, mais en même temps, il faut être toujours optimiste en se disant on peut changer les choses. Celles et ceux qui se réveillent le matin en se disant de toute façon je ne changerai rien, il vaut mieux qu'ils restent à la maison. Mais que ce soit dans le boulot d'ailleurs, ou que ce soit en politique, que ce soit n'importe où, parce que d'ailleurs voilà, être négatif en se levant le matin, bon, ça plaît à personne hein, quand vous rencontrez quelqu'un qui est complètement négatif et qui dit ah ben on ne pourra jamais, hein, bon, ça n'entraîne pas. Moi je considère aujourd'hui que en tout cas quand on fait de la politique, quand on a envie de changer les choses, il faut être positif et il faut essayer de tracer l'avenir notamment pour les jeunes. Voilà. Alors, juste, France, elle est à l'UFM aussi en même temps, tout en étant à l'association. Peut-être que tu as une question particulière à poser, notamment sur les difficultés qu'il y avait au niveau du remplacement du directeur, enfin tout un tas de difficultés comme ça. C'est le moment peut-être d'avoir, puisqu'on voulait avoir un rendez-vous avec monsieur le député aussi, c'est le moment, France, de t'exprimer. C'était, non, monsieur le ministre Vidalis. Voilà. Alors, bon, on n'a pas fait la lettre, on n'a pas eu le temps, mais voilà. C'est le moment. Moi, je ne vais pas répondre à la place du ministre. Hein. Non, mais oui, tout à fait. Là, mais bon. Pas, hein. Alors, vous voyez que c'est important de prendre part quand même aux discussions et de s'investir un petit peu, de s'intéresser à tout ça. Parce qu'après, sur les questions de fond qu'on doit traiter tous ensemble, on n'a pas la main. Hein. Tandis que si on sait de quoi on parle, on y arrive un petit peu. Donc, France, bon, Samia, tu as quelque chose à poser comme question supplémentaire, toi qui es lycéenne à Vléric, là. Et c'est l'avenir, là, demain, après-demain, après le bac professionnel. Bon. Marine, ça va, oui. Marine. Je vais aller voter. Elle va voter. Là, c'est important. Ouais. Bon, voilà. Bon, mais très bien. Oui, j'ai eu 19 ans, c'était en janvier. D'accord. D'accord. Bon, mais très bien. Okay. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt et bonne chance.